musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Salut tout le monde et bienvenue à Farouche, un podcast présenté par Pivot, idéal à écouter pour vous motiver à laisser votre chum problématique et à organiser la révolution. Je m'appelle Emna Chaud, oui, j'allais oublier. Célibataire, ça s'entend-tu? Et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Coralie Laperrière et c'est mon chum qui monte le montage. On le Donc, salue. salut, mon amour. Et j'utilise aussi le pronom elle. Puis j'en profite pour vous rappeler, juste avant de commencer, de nous laisser des étoiles puis des avis sur les plateformes de balado, ça nous aide beaucoup. Puis de continuer de recommander Farouche dans vos cercles féministes. Oui, et votre entourage, ça fait toujours plaisir. Et cette semaine, on est très heureuse d'accueillir Alejandra Zanga Madez. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Députée de Québec solidaire. On est rendu... Vous êtes des habitués maintenant au podcast. Je pense que oui. Oui, ben Alejandra, donc les gens te connaissent comme étant la députée de Québec solidaire dans Verdun. Tu as été élue en 2022. T'aurais-tu, toi, parce que nous, on est des farouches, hein, on est des femmes féministes, un peu sauvages sur les bords. T'as-tu un moment farouche, toi, qui est arrivé cette semaine? Cette semaine. Ou récemment, là, un truc que t'étais comme « Ah, ça, là, c'était badass. » Je pense cette semaine, je me suis levée en chambre pour parler d'un institut, l'Institut Douglas en santé mentale. Et j'ai vraiment eu du fun à montrer avec force un peu là, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et ça donne vraiment un petit coup d'adrénaline quand on pose des questions aux ministres un par un, puis on leur dit leurs 4 vérités. Ouf. Puis après ça, on s'assoit, puis on est comme... Fait que... Très farouche, en c'était ça, j'ai aimé ça pas mal. Très farouche. En effet, toi, Emna, as-tu fait quelque chose de farouche cette semaine? Ben là, nous autres, hier, au moment d'enregistrer, on a participé à un cours de Muay Thai ensemble, qui était plus un cours de boxe, finalement. Ouais. Moi, je trouve ça très farouche de faire ça, parce qu'on on le rappelle, on l'a dit dans quelques épisodes déjà, notre plan, c'est d'organiser la révolution, puis de combattre tout ennemi qui se présentera à nous dans les prochaines années, parce qu'on sait pas, ICE va-tu frapper aux portes de Centre-Sud bientôt? On le sait pas. Fait quoi, ça, j'ai trouvé ça farouche d'être, dans un... Ben, on peut le plugger, là. Je l'aime bien cet endroit-là, le Black Flag Combat Club dans Centre-Sud, justement, qui est très ouvert aux communautés queer, femmes. Il y a des cours en non-mixité. C'est vraiment le fun. C'est empowering. Moi qui avais l'habitude d'aller dans des gyms de boxe avec plein de monsieur cis qui font des bruits. C'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit. J'ai ça, j'étais pas bien. Fait que là, c'était juste plein de personnes, des femmes ou des personnes de la diversité de genre qui faisaient des... Ouh! C'est pas cliché. Oui, c'est vraiment cliché. Ouh! Et il y a un Black Flag aussi à Québec aussi qu'on a appris hier. Il y a un bébé Black Flag à Québec, donc les gens de Québec aussi qui veulent apprendre à se battre de façon anarchiste et autogérée. Oui, c'est très communautaire, c'est pay what you can, c'est des bénévoles. Si jamais, Alejandra, entre 2 combats à l'Assemblée nationale, t'apprends à te battre. Il y a une place à Verdun que j'aime, qui est un peu semblable, là, que c'est un espace pour tout le monde. Ça s'appelle l'Infinity Movement. Moi aussi, je fais ma plug. Puis qui est justement à cet objectif-là d'être ouvert à tout le monde, peu importe notre niveau de mobilité, flexibilité ou force. Parce que nos forces sont différentes. C'est vraiment, en tout cas, la personne qui fait l'entraînement. Fait que des fois, quand j'ai un petit peu de temps, j'aime ça prendre un petit cours là. Nice. Toi, as-tu un moment farouche autre que quand on a fessé dans des poches? Toi, en plus, c'était sur ton chum que tu fessais. Je sais pas si c'était libérateur ou... Non, mais c'est drôle parce que quand on se fesse, je suis comme, ouais, fesse-moi fort, faut que je prenne des coups d'homme. Fait que là, je suis comme, let's go. Puis là, moi, je le fesse encore plus fort parce que j'ai pas peur d'y faire mal. Fait que oui, c'était libérateur. Très farouche. Mais très, très farouche. Puis sinon, écoute, on travaille en ce moment à peut-être des comités d'éthique en humour. On vous en parlera peut-être en prolongation Patreon éventuellement. Mais oui, il se passe des choses. Il se passe des choses. Mais en fait, non, je sais ce que j'ai fait de farouche. J'ai fait mes ateliers. Puis là, on va être en mars quand vous allez entendre ça. Donc, mes ateliers pour faire la révolution. Donc, un atelier causerie que j'ai fait encore une fois, que je vais refaire pour qu'on se parle de la fin du monde. Parce que ce que tout le monde réalise quand ils viennent à mon atelier causerie, c'est que c'est vraiment plein de gens qui sont des fois isolés, qui ont pas des bonnes amies farouches comme toi, Emna,
et un entourage plus farouche et qui pensent que, mon Dieu, ils sont tout seuls à vivre ça, à vivre la montée du fascisme. Puis des fois, il y a des gens qui ont des milieux très conservateurs aussi, qui vont peut-être travailler genre peut-être pas dans une banque, mais dans un bureau normal, puis que ils ont l'impression d'être tout seuls à regarder les nouvelles puis à se faire quasiment gaslighter que ça va mal, tu sais. Ouais, restez pas tout seul, la gang. Quand quelqu'un frappe le ventilateur, là, faut le vivre ensemble. Ouais, faut le vivre ensemble parce que ça fait mal, puis t'as vraiment une question de genre, coudonc, c'est-tu dans ma tête, tu sais, quand on parle de fascisme, puis qu'il y a des gens qui sont comme, non, ça va pas arriver ici. Franchement, c'est aux États-Unis, t'es comme, ah ben oui, hein, les McDo sont restés de l'autre bord de la frontière, hein, aussi. Fait que c'est ça, je pense que ça a vraiment aidé. Fait que oui, j'ai fait mes ateliers aussi. Ben, très farouche également, j'adore ça. Oui, et on revient à toi, Alejandra, évidemment. Les gens te connaissent pour ton travail à Québec solidaire, au niveau du public, mais j'ai l'impression que peu de gens savent que tu es aussi spécialiste des enjeux environnementaux. Oui. Tu es titulaire d'un doctorat en développement durable et conservation de l'Université du Québec en Outaouais et d'une maîtrise en sciences des ressources naturelles de l'Université McGill. J'ai beaucoup aimé l'école. Oui! Oui! Dire ça comme ça. Puis tu vas pouvoir nous éclairer sur un sujet. Nous, on en parle souvent au podcast, moi puis Emna. Je viens toujours pour dire l'émission. Moi, je pense qu'on est à Radio-Canada. C'est une émission, un programme. Un programme. On en parle souvent au programme, moi puis Emna, puis on se demande comment ça, souvent, l'environnement est un sujet très blanc, quand même. C'est rare qu'il y ait des gens non blancs qui parlent d'environnement. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas seulement au niveau de la prise des paroles, mais dans les travaux, la recherche, j'ai eu la chance d'enseigner. C'est vrai que c'est un milieu qui est comme souvent associé avec des personnes blanches. Puis je pense aussi, puis ça remonte un peu une des raisons pour laquelle moi j'ai étudié l'environnement. Puis les gens, parce que je me suis rendue assez loin, mais mon background, moi je viens quand même d'un milieu défavorisé, j'ai grandi à Montréal-Nord dans l'îlot de chaleur, par définition, mettons. Puis c'est là où je devenais écologiste parce que je me disais, les gens me parlent des parcs que je ne vois pas. Les gens me parlent des choses que, je veux dire, j'aime l'environnement, mais l'environnement pour moi ça a toujours été comme une cause plus sociale puis des inégalités. Et c'est ça qui m'a poussée à faire des études là-dedans, surtout les questions d'alimentation. C'est par là où j'ai rentré en ressources naturelles, en comprendre le système alimentaire, l'agriculture, comment les choses sont produites et comment il existe vraiment des inégalités aussi dans l'accès et la production et donc des conséquences environnementales. Et c'était la même chose que j'ai faite dans mon doctorat, mais plus au niveau de la conservation. J'ai travaillé en tout cas au Mexique puis au Québec dans comment on fait pour protéger justement des espaces, mais tout en gardant en tête qu'on ne le fait pas juste pour se donner un petit vernis vert. Là, on le fait vraiment dans une conscience de justice climatique un peu partout. Là. Tu trouves-tu que c'est ça qui manque un peu peut-être? Puis c'est pour ça peut-être qu'on critique quand on est des personnes BIPOC. On trouve qu'il manque un peu d'intersectionnalité. Des fois, c'est comme, oui, faire son compost, je sais pas, faire pousser sa luzerne chez soi, mais aussi, comme tu dis, justice sociale, justice climatique qui affecte les personnes BIPOC encore plus. Puis un exemple, c'est juste s'épancher des comment les individus puis les communautés vont créer leur rapport à la nature. Quand tu grandis dans ce îlot de chaleur, la nature, c'est le parc dans lequel tu vas, puis auquel on va des fois même t'interdire l'accès quand tu es plusieurs jeunes, racisés. Et quel est ton rapport à la nature? Et par exemple, dans les communautés racisées, moi, une des choses que j'ai vues, c'est quand elles arrivent au Québec, elles veulent retrouver, par exemple, les aliments qu'on retrouvait dans nos pays d'origine, mais ils n'ont pas d'espace ici pour faire un jardin, pour cultiver, pour retrouver ça. Puis c'est juste de comprendre ces rapports-là et dire que il faut lutter aussi pour ces accès-là, ces accès à la nature. Et pour moi, mettons, je parle des îlots de chaleur comme exemple parce que ce sont toujours les personnes les plus pauvres, souvent racisées, marginalisées, qui vont vivre dans ces îlots de chaleur-là, qui vont souffrir des conséquences du changement climatique. Fait que, tu sais, le mouvement du verdissement, ça doit être fait d'abord avant tout là avec eux. Et c'est là qu'on crée cette conscience, autant des classes puis environnementales. Tabarouette, on dirait que tu connais tes affaires. On dirait que c'est pas la première fois que tu réponds à cette question-là. Mais oui, tu t'en as glissé un mot un petit peu, Alejandra. Tu es arrivée au Québec à 14 ans. Tu es arrivée du Pérou avec ta maman et ton frère. Comme tu disais, vous viviez modestement à Montréal-Nord. Tu en as parlé dans une entrevue que j'ai écoutée
malheureusement, alors que j'étais SPM, fait que j'ai braillé tout le long. Est-ce que tu parlais de, ben, tu sais, du fait que ta maman est tombée gravement malade quand même quelques temps après votre arrivée, que vous avez dû avoir recours à l'aide sociale pour subvenir à vos besoins. Bon, tu sais, c'est comment être en politique, puis tenter de défendre des valeurs de justice sociale, comme tu en parlais, puis devoir débattre de ça avec des politiciens qui n'ont jamais eu faim, là, qui n'ont jamais... Tu sais, des PDG d'entreprises qui n'ont genre aucune empathie, puis eux autres, ils n'ont clairement jamais eu à vivre de l'aide sociale, là, tu sais. Moi, je pense que les moments où je deviens le plus farouche ou plus fâchée en chambre, puis c'est quand je connecte entre mon vécu, le vécu d'un citoyen ou une réalité d'injustice. Parce que moi, ce que je trouve qui me manque en politique, puisque pour ça, j'ai levé la main à être candidate. Je me souviens, la première fois, c'était des manques du monde qui sait de quoi qu'ils parlent, qui ont vécu des affaires pour de vrai, puis qui sont connectés sur la réalité du monde. Puis ça, là, la déconnexion, je pense qu'on est tous tannés, mais je la vois tous les jours à l'Assemblée nationale. Tu sais, ça, là, ça vient vraiment me chercher. Puis, par exemple, pourquoi j'ai décidé de faire cette entrevue, puis pourquoi parler de ma réalité, ça a pris du temps. C'est pas quelque chose qui est facile, en fait, de partager. C'est parce qu'il a commencé à avoir un débat. Il est toujours en cours sur le fait qu'on allait couper l'aide des derniers recours aux demandeurs d'asile, qu'on en va couper le filet social aux nouveaux arrivants. Puis moi, j'étais comme, wow, minute, là. Tu sais, ça, là, ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Puis si ma mère, à ces moments-là, elle n'aurait pas eu l'aide sociale, mais je ne serais pas ici. Et il y a des conséquences sur des jeunes plus tard. Fait qu'il faut comme être capable de connecter avec l'humain et les gens qui sont derrière chaque politique. On parle d'immigration ou des inégalités, parce que, pour de vrai, si on ne le fait pas, on ne fait pas notre job en politique, simplement. C'est simple comme ça. Puis comment tu fais pour garder ton calme? On dirait des fois... Non, mais moi, je pense que j'ai demandé ça à chaque personne, chaque député qui est venu, parce que moi, je suis comme... À toutes les fois qu'on me dit « Tu devrais faire de la politique, Coralie », je suis comme « Non, je vais taper quelqu'un. » Comme je vais péter ma coche. Comment tu fais quand, justement, on dit « Ah, l'aide sociale puis on entend tous les stéréotypes sur l'aide sociale. Comment tu fais pour juste... Tu prends-tu une petite Tylenol? Qu'est-ce que tu fais? Ben, en fait, moi, je réalise que c'est pas tant que je garde ou je garde pas mon calme, parce que, en fin de compte, je finis par de sortir ce que j'ai en dedans. Je finis par me lever en chambre, je finis par le dire. Je canalise. Je pense que quand j'ai commencé en politique, j'ai appris à faire des choix sur, OK, c'est quand le moment que je vais dire les choses pour qu'elle ait l'impact que je veux avoir. Et moi, j'ai salué tout le monde qui ont des plateformes et qui prennent la parole. En politique, des fois, c'est un peu différent, parce qu'il faut juste regarder, OK, c'est-tu le bon moment, c'est-tu la bonne plateforme? Puis ça, en tout cas, j'aime ça, là, c'est la stratégie, dans le fond. Mais une fois que tu l'as trouvé, une fois que tu as trouvé la façon de le faire, c'est libérateur, c'est puissant, et là, on se lâche lousse, là. Puis là, tu le lâches avec tout. Puis ça, c'est l'exemple, c'est justement... Mais dire à moi-même, c'est quand le bon moment que je vais parler de mon parcours, puis je vais connecter avec le monde. Puis tu sais, c'est tout un processus pour le faire, là, tu sais. Justement, j'étais comme, je suis fâchée, mais ça va sortir au bon moment. Puis c'est la même chose sur mes dossiers. À un moment donné, ça finit par sortir, puis c'est comme ça. Fait que non, on reste pas calme, mais j'ai peut-être une façon de travailler que je suis comme, OK, là... Tu choisis tes moments. Tu vas me voir, là. C'est bon. Correct. C'est pas aujourd'hui, mais... Puis pourquoi, comment t'as fait... qu'est-ce qui t'a amené à faire de la politique? Parce que y a pas beaucoup de femmes, on sait, c'est un problème les femmes en politique, c'est aussi un problème les femmes qui sont pas blanches en politique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire, OK, c'est ça que je fais, je me lance en politique? Moi, je pense que c'est deux choses. C'est mon parcours, le fait d'où je viens, puis à chaque fois j'ai avancé dans mon parcours, j'ai accumulé des frustrations à cause des différentes injustices que je vivais et que j'ai appris à canaliser dans l'implication. Tu sais, j'ai appris à faire comme, OK, ça marche pas, ben comment on le change? Ben, je m'en vais à mon asso étudiante, je m'implique dans ces groupes-là, je parle avec quelqu'un. Comment je vais canaliser l'oppression, l'injustice que je vis dans la transformation? Ça a toujours été mon parcours depuis le secondaire.
Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était mes valeurs écologistes et les études que j'ai faites, parce que je m'intéressais de plus en plus à l'environnement. Et une des choses que j'ai eu la chance de faire dans ma vie, que ce soit la maîtrise ou le doctorat, c'était la consultation et déposer des rapports à des ministres, à des ministères et faire des présentations. Puis je me rendais compte que je leur parlais, ils prenaient des données, puis ils les mettaient ça sur une tablette, puis là, il n'y avait rien qui se passait. Puis l'environnement, ça vient vraiment me chercher, puis je pense chaque jour qui avance, chaque année qui avance, on s'endette de plus en plus envers la Terre puis le climat. Puis il fallait du monde qui avait ces connaissances-là. Je me suis dit, j'ai tellement étudié, il faut que je les partage, là. il faut que je les amène. Puis ça, c'était les deux. Les deux, vraiment, mon parcours puis mon intérêt. Puis c'est comment... c'est comment... Au jour le jour. Est-ce que... OK, je vais essayer de poser ça en me rappelant que tu es en année électorale. Il faut dire les bonnes choses. Non, mais pour dire... Tu sais, mettons, toi, on l'entend, tu as un accent qui est différent de la plupart des gens qui font de la politique, par exemple. OK? Un accent keb avec un petit son de restant de Pérou en toi. Évidemment. Est-ce que tu sens des fois que tu es peut-être même inconsciemment, mise de côté, moins, que ta crédibilité est affectée par ton accent, mais même juste le fait que tu sois une femme BIPOC, tu sais, puis on dirait, c'est comme une question rhétorique, mais je sais pas s'ils le disent aussi frontalement, mais des fois, je suis comme, avec le background que tu clenches tout le monde en termes de genre, tu sais, t'es over-qualifié pour faire cette job-là, j'ai envie de dire. Mais il me semble qu'on t'entend pas tant que ça, autant que d'autres vedettes du parti. Pourquoi? Je t'ai posé comme 22 questions. Non, il y a plein de questions. Puis je vais juste remonter, puis je t'ajoute à ça le fait que moi, j'ai réalisé les jours de mon élection que j'étais la première femme latino-américaine au Parlement de l'histoire du Québec. Genre. C'est vrai, hein? Les jours de mon élection, c'est une journaliste latino-américaine qui m'a dit « Comment tu te sens étant la première femme? » Je suis comme « Ah ouais? What? » Je vais pas te parler tant d'expérience externe, plus interne. Je sais que tu sais, j'ai un accent, puis je vais toujours l'avoir. Puis je l'ai accepté, puis c'est normal. Puis des fois, par des moments dans ma vie, pas seulement en politique, ça m'a fait douter. Ça m'a fait douter de moi-même, tu sais, de dire comme « Ouh, j'ai fait-tu... » Puis mon équipe le sait, là, des fois, je suis comme « Ah non, je peux pas dire cette phrase-là de même parce que je vais m'enfarger, puis je vais la dire tout croche, puis ça va pas être beau, puis ça me tente pas. » Puis je pense que c'est des fois, personnellement, d'être conscient que des gens peuvent t'attaquer ou tu peux être comme une cible facile si tu te trompes justement parce que tu as un accent, si tu te trompes justement parce que tu es différente. Puis des fois, on l'internalise. Puis moi, je travaille beaucoup à tous les jours pour enlever ça de ma tête. Enlever ça de ma tête comme constamment. Pour que tu sois plus libre, plus spontanée. Exactement, plus spontanée, plus me laisser aller, plus dire, comme tu dis, t'es en allée. Non, mais tu sais, être moi-même. Puis ça, c'est quelque chose que c'est un travail continu. Puis peut-être ma première année comme députée, je le sentais beaucoup. Puis plus ça avance, plus je suis comme, non, là, il faut que je prenne plus de place. Il faut que moi-même, je fasse cette place-là. Et je l'ai fait beaucoup sur les enjeux environnementaux, puis je le fais beaucoup à Verdun, sur des questions d'injustice sur le logement et tout. Fait que ça me fait du bien. Ceci étant dit, moi, j'ai quand même vécu quelques occasions, je ne nommerai pas des personnes, étant autour de la table dans mes commissions parlementaires, des personnes qui s'élèvent d'autres partis et qui me viennent expliquer des affaires. Genre, on est en commission parlementaire sur des questions de ressources naturelles. Genre, Tu sais de quoi tu parles. Et là, j'ai avoir quelqu'un qui me dit oui, la technologie dont le groupe a parlé. Parce que j'avais posé une question, parce que je voulais aller chercher une information. En commission parlementaire, c'est comme ça. Tu poses des questions, puis la personne se lève, puis me dit mais je sais pas si j'ai entendu parler, mais il y avait une étude de l'IDA. Puis là, je le regarde, je suis comme oui, je l'ai lu. Comme,
c'est correct, Ah monsieur. ouais. C'est pas parce que j'ai un accent que je suis complètement Puis genre, conne, là, tu sais. mais genre, je sais qu'à Verdun, il n'y a pas de forêt, mais je suis comme, mais moi, j'ai étudié dans un institut en foresterie. Puis là, c'est comme, tu sais, juste prendre comme préjugé que comme Ouais. tu viens de la ville ou tu es d'origine immigrante, C'est ça. t'as jamais vu le Québec Exact. ailleurs. Si t'étais un homme blanc, on t'aurait pas fait cette remarque. Peut-être pas, mais mon background fait en sorte qu'ils sont comme, c'est vrai, t'as étudié en Outaouais, t'as travaillé, moi j'ai travaillé à Montérégie, je suis allée partout au Québec, j'ai connu les régions dans mon travail auparavant, puis j'ai voyagé partout dans le monde, tu sais, justement en lien avec ces questions-là, fait que c'est quand ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais je serais curieuse de t'entendre sur comment, je reviens à l'environnement un peu, je pense que depuis que tu t'es présenté, donc il y a 4 ans, on est dans un shift là, environnemental. Donc on en parlait un peu 2019-2020, comme on était plus là, puis on dirait que l'environnement, ça va de plus en plus mal, mais c'est de plus en plus éclipsé des politiques. C'est même plus, je leur dis, mais François Legault qui avait dit en démissionnant, je suis content, on va laisser au Québec plein de bonnes jobs pour nos enfants. Puis t'es comme, oui, mais le climat. Puis je trouve qu'on n'en parle plus tant que ça. Puis je me demandais, c'était quoi, toi, ta position là-dessus? Est-ce que ça te déprime? C'est quoi ta position sur le shift environnemental? Ben, moi, je pense que le shift qu'il y a eu, puis le changement qu'il y a eu, c'est que le débat s'est fait de plus en plus sur seulement un axe, développement versus protection de l'environnement. Cet axe-là, ces débats-là, je pense que la droite a gagné à l'imposer comme ça, surtout dans une période où ça va mal économiquement. Ça, là, quand ça va mal économiquement, quand on nous dit que c'est la crise, ben, on va toujours opposer développement à environnement, comme on va opposer développement à respect des droits humains, développement à respect des droits des femmes, développement à respect des minorités. Cette tendance-là, c'est parce que, puis on l'a vu, genre, l'histoire nous le rappelle. Et c'est dans ces cadres-là qu'on travaille. Ceci étant dit, moi, comment je le vois, puis je pense que dans la façon qu'on doit riposter, c'est que il faut être capable de ramener que l'économie sans les gens puis sans la planète est impossible. Ben oui, c'est ça. Et c'est là que c'est difficile des fois à gauche ou dans nos mouvements sociaux de parler en termes économiques. De parler en termes économiques, de riposter économiquement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Il y a une crise économique. Fait que quand il y a une crise économique, la droite va te dire, moi, je sais comment ça marche. Baille la réglementation environnementale, baille les droits humains et tout, puis go, on fonce. Là, nous, il faut qu'on soit capable de dire, ben écoutez, non, ces principes économiques-là, on ne les suit pas, on a d'autres choses, on a une alternative. Bref, et c'est là où, c'est comme ça que je le vois. Mais on devrait-tu plus, justement, répondre à la droite en disant, tu me parles de trucs économiques, ben moi, je te dis que si tu respectes pas l'environnement, puis qu'on s'en va droit dans un mur, il y aura des conséquences économiques aussi auxquelles vous pensez pas, finalement. Ben, moi, je pense qu'il faut parler de plus en plus en termes économiques, tu sais. Puis on le voit avec les débats sur l'immigration. Oui, c'est des humains, on est des humains. Oui, il y a une question humanitaire là-dedans, mais clairement une question économique. Il y a clairement une question économique, fait qu'il faut les ramener, puis il faut les ramener avec une voie de justice sociale. Fait que ramener un peu le pain et le beurre, parler des coûts de la vie, parler des inégalités. Quand on parle de ça, il faut inclure les questions environnementales et les questions sociales. C'est notre défi en ce moment, je pense, comme mouvement, parce que, vu la tendance actuelle, là, ils sont capables de tout balayer, de tout tasser ça, puis nous faire avaler une pilule. On en a parlé une couple de fois depuis le début de 2026 à Farouche, mais on a un petit objectif qui est plus très secret d'aider à radicaliser QS, OK? Parce on vous en a parlé aussi. Oui, là, on même vous en a QS, parlé même en coulisses. On vous aime beaucoup. On sait qu'il y a des défis et tout ça. On aimerait ça, là, un QS. Puis on va en parler plus peut-être en prolongation. Comme ça, on titille un peu nos auditeuristes. Mais on parlera de ça plus tard, OK? Mais donc, nous sommes en année électorale. Ouais. Nous autres, on se demandait, mettons, ça ressemble... Qu'est-ce que ça change pour vous autres, là, les députés qui êtes là sur le terrain? Est-ce que ça change votre day-to-day? Parce qu'on n'est pas dans la campagne encore, mais on est une année électorale, puis il ne faut pas attendre non plus les 30 derniers jours pour commencer à bouger. Là. Fait que, ouais, votre quotidien, en ce moment, ça ressemble à quoi? Très occupé. Je pense... Moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours été très, très terrain, autant dans mon travail de député, puis pour moi, entre les élections, ça ne doit rien changer. Il faut que tu sois proche du monde, il faut que tu sois en train de parler à du monde. Une chose que j'aime faire depuis le début, c'est
Puis les gens de Verdun le savent, ils m'ont déjà croisé. Je me mets devant des métros avec mon équipe, puis je parle aux gens. Puis qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est sûr que moi, je crois à cette force-là. Puis si Québec solidaire a été capable d'arracher, parce que à Verdun, j'utilise les mots « arracher » juste, là. J'ai gagné à 2h30 du matin par quelques voix. C'est parce qu'on peut être cette force du terrain puis montrer c'est quoi avoir des députés qui ne sont pas seulement dans un bureau, qu'on voit une fois 4 ans, puis qui reviennent puis on les voit dans les pancartes. Fait que mon quotidien, de ce côté-là, s'intensifie un peu plus. Puis en même temps, je pense aussi on se prépare à affronter tous les débats qui vont être pendant la campagne électorale. Là, Puis comment on fait pour convaincre les femmes de s'impliquer en politique? Qu'est-ce qui, par exemple, toi, t'a convaincu? Est-ce que toi, t'étais comme « Ah non, c'est sûr que je vais le faire » ou c'est des conversations? On a parlé récemment à une autre militante qu'on va sûrement recevoir bientôt, à Farouche, qui nous disait que c'était 7 conversations que ça prenait avant de convaincre une femme de se lancer en politique. Je suis certaine. Ouais, puis fait que là, on se dit, non, là, ces temps-ci, c'est un peu ça notre but, puis même les auditeuristes de Farouche, on est comme, si vous voulez vous lancer en politique à Québec solidaire cette année, on aimerait ça, avoir plus de têtes fortes, puis des gens qui sont game, parce que je pense qu'à QS, c'est pas juste un parti où le chef décide de tout, comme par exemple au PQ, mais il peut avoir une pluralité des voix. Fait que qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les inciter à s'impliquer puis à se présenter? De connecter avec la petite flamme qu'on a à l'intérieur. Puis cette flamme-là nous parle dans la vie. Moi, je pense vraiment que cette flamme-là nous parle dans la vie. De connecter avec cette motivation de est-ce que tu as le goût de changer le monde? Oui. Qu'est-ce que tu as le goût de changer? Genre, si c'est des questions féministes, environnementales, peu importe, de connecter avec ça. Puis c'est dire que la politique, pour moi, c'est un véhicule qu'on doit prendre. Moi, j'ai choisi de le prendre pour être capable de mener ces batailles-là sur d'autres fronts. Il y a pour certaines personnes, puis ça, je le respecte, puis j'ai fait partie, cette motivation-là nous amène dans les groupes sociaux, nous amène à faire des podcasts, nous amène à faire des shows d'humour, nous amène à faire d'autres expressions. Mais la politique, ce qu'elle a de différent, c'est les jeux de comment on va influencer autant les publics dans le discours public. Mais des fois, quand on est élu, pour eux, on change des lois, puis on change des petites choses qui ont un impact sur le monde pour des vrais gens. Ça, là, moi, c'est des moments où, comme, on a réussi, par exemple, à protéger plus des locataires aînés. Bien, quand on a réussi à faire ça, les lendemains, quand j'étais en circonscription avec mon équipe, annoncer ça à du monde qui sont sur le point de se mettre dehors, tu sais, de leur logement. Puis là, tu es en train de changer de la vie du monde pour des vrais. Puis moi, je pense qu'on a besoin de plus de femmes avec des parcours différents qui savent c'est quoi des injustices. Et quand ils sont autour de la table, bien, ils savent comment on va justement changer la vie du monde. Moi, c'est mon discours, mon pep pour motiver. Mais ce qui est plus important, c'est connecter avec qu'est-ce qui nous anime. Et une fois qu'on se dit « Hey, c'est peut-être pour moi », s'entourer du monde qui vont prendre soin de toi et qu'on va prendre soin comme équipe. Moi, c'est quelque chose que je remercie d'avoir autour de moi des personnes que je fais confiance depuis le jour 1, depuis mon élection, depuis même avant ma campagne, parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Tous les jours, on n'est pas parfait, puis le monde n'est pas parfait, fait que c'est de s'entourer puis avoir des espaces dans lesquels on peut se dire des vraies choses puis rester vraiment connecté à soi-même. J'ai eu une conversation l'autre jour avec... j'essaie de préparer la révolution, fait que je parle beaucoup à des militants puis j'essaie de créer des convergences. Puis j'avais une discussion l'autre jour avec un militant puis je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il disait de Raoul de Masse Critique, que je salue, que je sais qu'il est un auditeur de Farouche, mais qui disait que dans le fond, il faut des fois prendre les partis politiques comme des lignes de bus. Puis tu sais, une ligne de bus, ça t'amène pas déjà, des fois, à ton arrêt. C'est comme, ça t'amène pas à ta destination. Des fois, il faut que tu marches 3-4
3-4 rues après pour te rendre, mais tu sais que ta ligne de bus t'amène quand même un peu dans le coin où tu veux aller, où il y en a qui vont débarquer, il y en a que tu vas aider à rembarquer, tu sais, puis où tu vas débarquer plus tôt de l'arrêt, mais qu'il faut pas nécessairement penser à ce que ça t'amène à ta destination, ou ça t'amène-tu dans le coin de ta destination? Parce que des fois, on s'attend à ce que des partis politiques, puis tu sais, moi, les gens, ils savent qui écoutent à Farouche que je suis anarchiste, puis que c'est pas... Le système parlementaire, c'est pas mon système préféré, puis c'est pas... Je suis pas comme « Oh yeah, les partis politiques, je trippe », mais je pense que c'est une bonne ligne d'autobus à prendre pour aller dans la direction où on veut aller, dans le fond. Puis c'est pas une fin en soi. C'est ça. Puis c'est correct. Moi là, quand j'ai commencé à militer, je suis à QS depuis longtemps, puis j'ai même été présidente du parti, là. Donc, je connais tout, tout comment ça marche, je connais bien ça, puis c'est pas une fin en soi, et c'est pas parfait, et des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai tout le monde qui dit « Ah, j'ai plein de bacs, QS ça fait que je suis ben, c'est correct, on est capable de s'écouter, et on apprend, on fait mieux, on change, on se rallie aussi. Tu sais, des fois, c'est des véhicules qui nous permettent de nous rallier sur quelque chose de commun. Et des fois, on en a besoin. On en a surtout dans le moment dans lequel nous sommes. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de me représenter. Puis tout, malgré tous les changements qu'il y a eu à l'interne, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, je me suis dit... Là, il faut se rallier, là. Il faut continuer, parce que si c'est pas ça... C'est ça, c'est quoi l'alternative, tu sais? Si c'est pas ça, on va perdre de voix. On va perdre une influence qu'on a bâtie depuis 20 ans. Puis moi, je pense aux gens que je représente, puis qui vont perdre, en tout cas, tout le travail que nous avons fait ensemble, surtout sur les questions de logement, sur les questions de services publics. Je veux pas baisser les bras, tu sais. Je veux continuer. Puis, évidemment, c'est pas un secret là, que c'est très difficile pour toute femme d'être dans l'espace public en général. Tu sais, comme on s'attire... Tu sais, je veux dire, la société est misogyne et sexiste, tu sais, on le sait. Pardon? Pardon, oui. D'où pensez-vous qu'est née l'idée de faire Farouche, tu sais? Mais pour toi, Alejandra, t'as-tu des moments de découragement de comme, hey, ça pourrait-tu cesser les DM violents? Tu sais, de genre, on peut-tu, là, la gang? Tu sais, comme, est-ce que ça t'a fait douter à certains moments? Ça te rentre dedans. On n'est pas fait en carton, là. Je veux dire, cette semaine, j'ai publié une vidéo dans laquelle je dis un peu les conséquences du financement des Garda World, le fait que Garda World a reçu de l'argent du gouvernement du Québec il y a quelques années, puis maintenant, Garda World a un contrat directement avec ICE, qui a littéralement des pratiques meurtrières, là, racistes, puis en tout cas, bref, tout le tralala. Des faits, là. Des faits. J'ai juste dit des faits. J'ai eu une belle réception, mais de l'autre côté, j'ai reçu beaucoup de haine et des attaques racistes, misogynes, directes sur mes pages et dans mes DM, là, dans mes messages directs. Puis c'est sûr, comme c'est le soir, tu vois les choses passer et tu as le goût de les ignorer, mais ça nous atteint. Puis le pire là-dedans, c'est quand on commence à se questionner « Hey, qu'est-ce que j'ai dit n'est pas correct? » Puis là, tu revois chaque mot, puis tu dis, mais non, tout est correct là-dedans. J'ai pas fait quelque chose de wrong. Là, tu sais, La seule chose que tu as faite, c'est être une femme. Et être une femme BIPOC. Être une femme latino-américaine aussi qui dénonce ICE, parce que ICE vise d'abord avant tout des communautés latino-américaines. Et que non, mais c'est des criminels. Puis là, moi, je peux pas lire ça. Ça vient trop m'atteindre dans ce qui je suis. Fait qu'il faut que je me protège. J'ai heureusement une équipe en or qui a fait ce travail pour moi les 2 jours, là. Mais je pense que c'est à ce moment-là que je ramène à sentir protégée, mais aussi nous, on dénonce quand on a des attaques violentes. On dénonce à la police directement. À l'Assemblée nationale, heureusement, on a fait un peu de chemin. Là. Quand je dis l'Assemblée nationale, c'est comme l'organisation du Parlement là, qui nous protège de plus en plus contre la violence sexiste en ligne. Puis je me sens privilégiée d'avoir cette protection-là, mais je le sais que c'est pas tout le monde qui l'a. Puis qu'on a du travail à faire, justement, pour que ce soit vu comme des actes criminels qui le sont, mais que ce soit renforcé. T'sais, recevoir des messages racistes, misogynes, violents, là, c'est inacceptable. Ça devrait pas avoir lieu dans nos sociétés, mais quand ça arrive, il faut qu'on dénonce, puis il faut qu'on se tienne ensemble, puis il faut...
ces personnes-là, pour moi, c'est des actes criminels. Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a des gens, des fois, qui oublient ou qui ont l'angle mort de dire, tu sais, oui, militer pour des luttes, mais militer pour des luttes quand nous-mêmes, dans notre intimité, nous sommes les victimes de ces discriminations-là, ça ajoute des levels que... tu sais, j'en parlais, puis peut-être je fais du pouce, puis j'essaie de faire des liens parce que tu en as parlé en ouverture, Coralie, tu parlais de qu'est-ce qu'on essaye de faire dans le milieu de l'humour, puis des femmes qui se mettent ensemble pour peut-être faire des comités d'éthique, pour avancer, pour que ça soit plus sécuritaire pour des femmes d'être en humour. Je pense qu'on peut faire le lien avec la politique. Tu sais, oui, puis c'est bien qu'il y ait plein de gens qui se lèvent puis qui sont comme, je fais fi, mais j'avance malgré les obstacles. Moi, je suis à un point dans ma vie où est-ce que je suis, je sais pas, j'ai tellement subi de violence, mettons, de mon milieu, que par l'humour, que des fois, j'ai envie de faire, crever tout seul dans le boys club, je suis tannée. Des fois, je suis comme, non, je suis comme tiraillée entre, je veux tellement aider, puis je sais que j'ai une expérience, puis je veux m'impliquer, puis quand je m'implique pas, j'ai de la peine, puis... Mais il y a une partie de moi qui est comme, je suis la cible de trop d'attaques constantes. Des fois, j'ai besoin de me protéger. Puis on dirait que j'ai envie de dire aux personnes, pas qui nous écoutent, peut-être, de dire la culpabilité, là, on peut la mettre de côté. Parce que c'est correct de faire les deux. Exact. C'est correct de prendre des pauses. C'est correct. Je sais pas si tu te dis ça aussi ou dans des cercles, oui. Parce que Rouba aussi, co-porte-parole du parti, est aussi une femme raciste. Oui, des fois, on mérite un break, là. Puis une des choses aussi que j'ai appris, c'est que il y a des fois où j'ai réagi. Puis j'ai choisi de réagir, mettons, on parlait des enjeux de migration ou de mon parcours à l'aide sociale ou maintenant avec ICE, qui est quelque chose, c'est juste une vidéo de 50 secondes, mais des fois, j'ai choisi, OK, là, je vais prendre position, je vais le dire. Mais ça arrive souvent que je décide de pas cette fois-ci. Puis c'est pas parce que je ne le sens pas ou c'est pas parce que je ne le partage pas, c'est parce que des fois, je veux juste me protéger. Ouais. Puis je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. On n'est pas... On ne peut pas porter toutes les luttes sur nos épaules. Il faut faire des choix. Puis des fois, on a des alliés pour le faire. Puis moi, c'est une chose que j'ai appris, puis j'ai travaillé beaucoup avec... On parlait, tu sais, des BIPOC, mais j'ai aussi entouré des gars d'origine canadienne-française avec qui j'ai milité depuis des années ou qui sont dans mon parti. C'est correct. Les autres, ils prennent la chaleur, puis ils ont d'ailleurs au bat, puis c'est correct. On a des alliés là-dedans, puis c'est les moments où on peut se confier. Puis dire, moi, ça me tente pas d'être exposée là-dessus. Ou je m'expose une fois, puis c'est bien suffisant. Là, puis, parce que ça peut vraiment nous atteindre dans ce que nous sommes. Et la pire chose qui peut arriver, c'est qu'on arrête de faire ce qu'on fait, justement parce qu'on n'a pas pris soin de nous. C'est ça règle pas. Ça règle pas de problème. Puis c'est tellement un classique de militantisme, ça, là, de faire... surtout quand t'es une personnalité publique, de faire « Ouais, mais là, t'as pas parlé de tel sujet. Ouais, mais t'as pas parlé de tel sujet. Oui, mais t'as-tu parlé de tel sujet? » Puis t'es comme « Mais vas-y. » C'est ça. Pourquoi toi, tu le fais pas? Pourquoi toi, tu le fais pas? Pourquoi moi, je devrais parler d'absolument chaque petite micro-affaire qui se passe, alors que des fois, c'est vraiment correct de juste passer à autre chose. Puis, tu sais, oui, il y a des enjeux qui sont plus graves que d'autres, mais je pense que, en tout cas, moi, je parle beaucoup pour les politiciens, politiciennes, parce que maintenant, je pense que j'en ai côtoyé plus, fait que je le vois que c'est une job humaine. On comprend plus c'est quoi la réalité, que, oui, ça se peut que quand tu t'es fait envoyer 22 menaces de mort, ça se peut qu'après ça, tu n'aies pas envie de te prononcer sur le sujet plus controversé la semaine d'après, parce que, tu as envie de dormir la nuit, tu sais. Fait... Tu sais, même nous, des fois, on fait une vidéo, puis là, on est praised pour avoir fait notre vidéo parce qu'on a parlé d'un sujet difficile, par exemple. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'aussi, puis comme toi avec ta vidéo sur Ice ou Garda, par exemple, une vidéo, une journée, un boom d'amour, mais 2 semaines de messages de merde dans nos DM. Tu sais, des fois, c'est peut-être pour ça que ça me prend 2-3 semaines avant de refaire une vidéo. Puis, tu sais, là, je veux te lancer des fleurs, Coralie, tout en sachant que c'est la base, là, tu sais. Mais tu sais, Coralie, mettons, moi, j'avais vraiment aimé quand t'avais fait une vidéo sur l'assassinat de Nourane Rezaï par la police de Longueuil. Je vous le dis, là, moi, tu sais, c'est une cause, évidemment, qui me touche, puis, tu sais, je me suis reconnue dans sa famille, puis tout ça, qui est d'origine afghane. J'étais pas capable. J'ai dit, je vais parler 2 secondes, je vais brailler, je vais hurler, je vais péter des affaires. Puis quand j'ai vu que Coralie avait fait une vidéo, j'étais comme, merci, parce que ça me donne un break, tu sais. Puis Coralie peut avoir full d'empathie, puis être touchée, tout ça, mais elle, tu sais,
Je le vis pas, là, tu sais, c'est ça, fait que ça te mais donne... Moi, je me souviens quand c'est arrivé, j'étais à l'Assemblée nationale, puis on était questionné là-dessus, puis j'ai dû répondre, je me retenais pour pas pleurer. C'est Je sûr. prenais, ah ben tu vois. Ben, moi that's it. aussi. Ouais. Puis je répondais, puis je leur disais, hey, mais vous réalisez pas, moi j'étais un de ces jeunes. Ouais. J'ai accompagné la famille Villanueva quand Freddy est décédé. Et je le voyais. Moi, je me suis rendue, en tout cas, à la vigile. Ouais. Puis quand j'ai vu ces jeunes-là marcher, je me voyais. Puis je voyais les jeunes. Puis je leur dis, ces jeunes-là vont être traumatisés à vie. Parce que tu l'oublies jamais. Une injustice comme ça, tu vas jamais l'oublier. Elle va te suivre tous les jours. Et là, il faut leur envoyer un message à ces jeunes-là. Tu sais, comme juste prendre soin de ces jeunes-là tout de suite. Alors oui, j'ai pris comme la parole 1 minute. Et c'était déjà trop. C'était déjà beaucoup. Et je suis contente qu'il y a des gens qui sont prononcés. Puis cette affaire-là, si on revient dans ça, ben, il n'est pas encore réglé, là. Donc, je comprends tout à fait. Quand Fait ça que vient nous... Ben, c'est nous ça. Fait chercher. qu'aux personnes BIPOC qui nous écoutent, tu sais, c'est correct de prendre des breaks puis de prendre soin de sa santé parce que on fait pas juste les militer, là, on les reçoit aussi, les violences. Là, puis aux personnes blanches qui nous écoutent, puis on le sait que si vous écoutez Farouche, c'est que vous êtes des personnes cool et du bon côté de l'histoire, mais n'hésitez pas à tu sais, on vous demande pas de prendre des balles là, pour l'équipe, mais de juste... mon Dieu, c'était vraiment un mauvais jeu de mots dans le sujet qu'on vient de parler, je m'excuse, mais c'était vraiment balle de l'expression. baseball, Oui, une balle oui. de baseball. Des coups, tu sais, la chaleur, comme tu as dit. chaleur. Mais n'hésitez pas à le faire. C'est tellement précieux quand on peut compter sur des alliés de... Tu sais, puis oui, des hommes blancs en position de pouvoir, oui, on parle toujours d'eux, mais des femmes blanches aussi, on a besoin de vous autres, tu sais, vraiment. Ouais, vraiment. Puis on dirait que là, j'ai envie de changer de sujet. C'est rare qu'on braille quand c'est pas ton édito, Emma. Mais. je braille tout le temps. Ouais, on braille tout le temps, nous autres aussi. J'avais envie que tu parles un peu de c'est quoi le day-to-day un peu c'est d'être député puis de l'équipe parce que comme je disais, je pense que les gens oublient que c'est une job profondément humaine. Puis tantôt tu disais qu'il y a ton équipe qui va effacer les messages pour toi quand tu les reçois. Puis on dirait que j'ai envie qu'il y ait des auditeuristes de Farouche qui se présentent à Québec solidaire. Là. Dans toutes sortes de rôles. Oui, dans toutes sortes de rôles, dans les ben staffs dans aussi, puis qui s'en viennent. Tu sais, nous, on a vraiment... Mais on dirait que des fois, souvent, surtout en ce moment, je réalise que les gens, pour militer, tu sais, par exemple, je vais faire des ateliers de l'ABC, de la résistance, parce que les gens sont comme, je veux aider, je sais pas comment, je sais pas à quoi ça ressemble, je sais pas c'est quoi la politique. Tu sais, ils voient un député, puis ils ont l'impression quasiment que vous êtes 7, puis c'est tout, puis qu'il n'y a plus personne autour de vous autres. Il y a tellement du monde autour de nous. Oui, On n'est pas capable de manger. Oui, mais c'est ça que j'ai envie que t'en parles. C'est simple que ça. Ou de dormir. Une journée, il y a 2 types de journées dans la vie d'un député, ce qu'on appelle une journée en circo, une journée à la SNAT dans notre jargon, mais à l'Assemblée nationale. Donc, une journée en circonscription, je suis chez nous. Moi, à Verdun, c'est chez moi. Fait que je marche dehors, j'arrive à mon bureau. Entre-temps, ça se peut que j'ai croisé 1 ou 2 personnes, qu'on a réglé un ou 2 dossiers, mais ma gang haït quand je fais ça. Parce que t'arrives en retard. puis j'arrive en retard, puis j'arrive avec 2 cas citoyens. Mais... puis là, c'est ça. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'être avec le monde, beaucoup de juste écouter des gens. Moi, quand je suis à Verdun, c'est à l'écoute. Les gens viennent te parler de leur quotidien individuel, ou des causes qui arrivent. Puis mon travail, là, c'est de regarder, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Des fois, on peut faire des choses, des fois, on peut pas faire des choses. Fait que, tu sais, on mesure le niveau de pouvoir qu'on a. Les journées sont plus calmes. Donc, on peut faire, mettons, à 8 à 6, en 9 à 5. Mais ça, c'est les fins de semaine. Donc, tout dépendant de ce que tu fais en fin de semaine. Et c'est qui est avec toi? C'est qui? Avec moi, on est des attachés. C'est des personnes qui nous accompagnent tout le temps pour veiller, je pense, c'est surtout à notre bien-être, mais à notre bien. Oui, mais aussi à être certain qu'on est à l'heure, qu'on a toutes les informations. Je peux pas prendre des notes. L'autre personne va prendre des notes. Que je connais les gens, ou t'as oublié cette personne-là, tu l'as appelé. C'est si simple qu'avoir comme un deuxième cerveau qui te suit puis qui est vraiment dans la bienveillance. Et chacun d'entre eux, ils ont des dossiers, ils deviennent des experts en logement, en santé, en immigration, parce qu'ils en ont tellement entendu, tu sais. Puis après, on passe des journées à l'Assemblée nationale dans lesquelles on vit le rythme parlementaire. Quand on commence très tôt, là, ça peut commencer à 7 h le matin, le premier meeting, là, tout dépendant de nos rôles. Puis on peut sortir à 7 h ou 10 h les soirs, tout dépendant si on a des commissions.
En traitant, on a les points de presse dans lesquels on est interpellé. Donc, on a toute une équipe qui nous prépare, qui nous dit, tu sais, t'as pas le temps, 45 minutes de lire tous les journaux. Fait qu'il y a des gens qui t'aident avec ça, tu sais, qui vont lire les articles pour toi, qui vont te donner, ah oui, ça parle de ça, il y a eu ci, il y a eu ça, ah, parfait. Tu me poser une question justement sur la mort d'un jeune. OK, tu vas te faire poser la question, es-tu prête à répondre? Fait que, il y a ça, là, mais ça, c'est juste une petite partie de la journée. C'est la période des questions, c'est les commissions, c'est être attentif à tout ce qui se passe. Fait qu'on a des équipes en recherche, en communication, qui nous suivent jusqu'à la fin de la journée. Il y a quelqu'un qui va te chercher ton lunch, j'imagine. Et des fois Ouais, non. des fois, non. Non, Ok. des fois, si on était autonome, il y a certains qui arrivent à se faire à manger. Moi, j'adore faire à manger, mais j'arrive pas à me faire à manger quand je suis à l'Assemblée nationale. Fait que c'est ça. Fait que c'est extrêmement occupé, mais c'est du bon que tu dois aimer l'adrénaline. Là. Ouais. Ça... Est-ce qu'il t'accompagne quand tu vas danser? Parce qu'on a su, là, entre tes branches, là, que t'aimes ça, peut-être décompresser en dansant. Je pense que dans ta J'aime famille ça. aussi, vous aimez beaucoup la musique. Ouais. Quand ça fait partie de ma couture, j'aime la fête, j'aime aller danser, j'aime écouter la musique. Ça a toujours fait partie de moi. Puis même quand j'étais élue, au tout début, c'était difficile de comme l'intégrer. Puis maintenant, ça revenu pas une habitude, mais quand même quelque chose que j'aime faire, aller danser. Ouais, on a sur jasé les avec Valérie Plante, l'ancienne mairesse de Montréal, quand elle est venue à notre show Bragg, le débrief le 29 décembre dernier. Puis elle nous disait qu'elle était tellement contente, après 8 ans, de enfin pouvoir sortir sans garde du corps. Puis une des premières choses qu'elle a faites, c'était aller danser. Nice. Vous autres, c'est pas aussi... Ben, moi, j'ai pas de garde de c'est corps. ça. Du corps. Je suis Parce pas que c'est assez les connue, ministres, là. là, C'est ouais. les ministres et Ruba en a un, là. Ouais. C'est les chefs des partis aussi. OK. Puis je pense que c'est normal, puis c'est correct, parce que ce sont des personnes beaucoup plus publiques Ouais. que moi. Non, moi, j'ai pas de garde du corps. Mon frère et moi, on aime beaucoup aller ensemble écouter des DJ reggaeton. C'est une de mes musiques préférées. J'écoute beaucoup de reggaeton dans la vie. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Là, les gens le savent. Fait que j'aime ça, tu sais, aller danser, écouter de la musique, aller dans des shows. Ça fait du bien. Ça oui. fait lâcher un peu mon... Oui, il faut des fois. Moi, Penses-tu des fois, t'es comme, oh, OK, je sors la caque de moi, là, en petit Ah, pas reggaeton. un petit Bad Bunny exact, j'ai hâte. au son concert. Hein. C'est pas le Super Bowl. On s'en fout du football. C'est le Non, concert c'est le de Benito Bad Bunny. Bowl. Oui, ben là, vous allez l'écouter. Le Super Bowl va déjà être passé, mais nous, c'est dans quelques jours. Là, le Super Bowl, au moment où on enregistre. On dirait que je voulais faire une précision. Pas qu'on a de compte à rendre personne. Là. C'est notre podcast, on veut ce qu'on veut, mais je voulais réitérer le fait, puis on fait pas de cachette avec toi non plus, puis tu l'as dit un peu, Coralie. On le sait que QS n'est pas parfait. On le sait, comme tu dis, la politique, c'est pas ce qui va régler tout. Mais en ce moment... Politique parlementaire, voilà. Mais, puis là, parce que des fois, je me dis que non, on a-tu l'air de... Parce qu'on parle beaucoup de QS à l'antenne de Farouche, puis les gens vont te faire comme, voyons, vous essayez de nous pousser un agenda, mais c'est parce que, pour vrai, on s'est assis, Coralie puis moi, vous le savez qu'on n'est pas deux nouilles, là, puis on a fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On va-tu subir un autre mandat de la CAQ over my dead fucking body? On va-tu laisser le PQ être majoritaire? Tu sais, comme, on le sait que c'est pas parfait, c'est pour ça qu'on a des plans de vous aider à vous radicaliser. On en parlera en Patreon, mais en prolongation. Mais pour vrai, on est comme, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On laisse le PQ être raciste puis juste reproduire ce que la CAQ a fait, j'ai envie de dire de même pire un peu, parce qu'il rajoute l'espèce d'ombre de la souveraineté, mais leur souveraineté à eux est pas du tout inclusive, tu sais, comme... Puis les gens aussi qui disent des fois, tu sais, repartir un parti, je suis comme, ben faites-le si vous voulez, mais c'est tellement rough, puis en année électorale, c'est impossible de partir un parti from scratch puis de réussir à avoir un député cette année, en tout cas, à moins que tu sois, mon Dieu, je sais pas qui, là, pourrait être capable de le faire, il faudrait être comme Zoran Mamdani 2.0, puis même là, lui, c'est quand même des années de campagne avant, il n'est pas apparu de rien, tu sais. Fait que ça aussi, je pense qu'il y a une affaire pragmatique, puis moi, je l'ai déjà dit aussi, j'en ai parlé à Ruba aussi directement. Pour moi, le pragmatisme, c'est déjà d'appuyer Québec solidaire, mais je pense pas que Québec solidaire devrait être pragmatique. Je pense que Québec solidaire devrait aller plus loin dans certaines de ses positions. On a parlé d'environnement tantôt. Moi, je trouve ça décevant que des fois, l'environnement est un peu plus background ces temps-ci dans la conversation, alors que, mais tu l'as super bien dit, c'est central dans tout, c'est central. Si on parle des prix en épicerie, là, des fois, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je trouve ça triste quand tu vois, mettons, dans les journaux, dire « Ah, le café a augmenté de genre 15 ». Puis tu fais « OK, pourquoi? »
Qu'est-ce qui a augmenté dans le café? Ah ben, il y a eu des sécheresses. Ah ben, il y a eu des poussées de chaleur. Ah ben, on peut plus avoir du café comme avant. Fait que ça, c'est une réalité, puis on dirait qu'on n'en parle pas vraiment, puis je pense que ça serait le fun aussi de revoir ça, puis tu sais, pourquoi aussi on met ça de l'avant, c'est parce que vous n'avez pas tous vos candidats, déjà. Les candidats sont pas tous prêts. Fait qu'il y a encore des places qui sont disponibles. Il y a encore des endroits où les gens peuvent s'impliquer. Puis c'est plus facile d'aller, des fois, dans un bateau qui existe déjà que de construire son affaire from scratch aussi. Fait que c'est pour ça aussi de investir le parti. Puis c'est pas... Je pense pas que c'est un parti qu'on doit changer de l'intérieur parce que je connais le staff, un peu de QS, je connais les bénévoles. Je pense vraiment que c'est bien. Des fois, c'est peut-être une question de communication, des fois, parce que je pense solidement que c'est dans vos valeurs. Je pense juste que des fois, ça transparaît pas dans les médias. Puis c'est que les médias sont très bons aussi pour avoir leur propre... tu sais, leur propre narratif aussi. Fait que, tu sais, genre, il faut combattre ce narratif-là, là, surtout. Fait que, pour les auditeuristes qui nous entendent, on est très critique, mais en même temps, on est très réaliste avec la réalité de ce qu'on vit en ce moment. Notre objectif, c'est pas PQ majoritaire, tu sais, puis comment qu'on arrive à ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait, puis Coralie, tu avais une théorie de on devrait-tu... parce que pour nous, QS, c'est on, là. on est beaucoup trop impliqués sans que vous le sachiez dans le parti. C'est dans le congrès, finalement. Oui, c'est un congrès, non, mais parce qu'on se dit tout le temps comment on peut... C'est comme si, des fois, on pense à comment on peut aller chercher les gens à droite puis les amener à QS. Alors que, mettons, on se dit, il y a plein de personnes racisées qui ne votent que libéral depuis des années. Je connais ça. Tu sais, mais ben moi oui, aussi, ben t'as dans ma arraché un bastion libéral, oui. Puis toi, je ne savais même pas, mais tu es responsable dans ton mandat des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Oui. Ce qui, tu sais, sans faire de généralité, c'est beaucoup... Tu sais, même si les woke anglophones vont voter peut-être plus libéral dans la vie parce que peut-être ils ne se sentent pas représentés par QS. Nous, on pense qu'il faut plus aller chercher les libéraux woke, tu sais, les gens qui votent libéral woke, que d'aller essayer de convaincre les centristes puis les de droite, tu sais. Mais quand tu dis... Moi, j'ai le goût de parler comme la gauche en général. Tu sais, Québec solidaire fait partie de la gauche, mais le mouvement de la gauche... dépasse, mais je sens que quand on l'a fondé il y a 20 ans, Québec solidaire, c'est parce qu'on vient d'avoir 20 ans. Mm-hmm. C'est le véhicule que la gauche a choisi pour être représentée au Parlement. Donc, j'ai le goût que dans ces élections-là, justement, on se rallie puis qu'on se retrouve dans ce véhicule-là, même si on a peut-être des tendances moins parlementaires ou même si de l'autre côté, nos tendances peuvent être, comme tu parlais des woke libéraux, mais différentes. Là, il y a comme plein d'axes à la gauche, puis il faut juste se réunir puis être là pour défendre le monde. Ouais. Moi, j'y crois, puis je pense que c'est ça l'objectif. J'y crois même qu'on devrait pas seulement se limiter à la représentation, mais même aspirer à changer, être au pouvoir. Puis ça, c'est comme un débat qu'on a à l'intérieur de la gauche, puis c'est correct, il nous appartient, on est capable de les avoir. Puis je pense que, tu sais, on est capable d'aspirer à ça. On a besoin au Québec d'aspirer à ça parce qu'il y a une limite aussi à ce qu'on est capable de faire à l'opposition. C'est normal. Est-ce qu'en arrivant au pouvoir, une coalition des gauches peut peut-être ne pas tout faire puis être un peu diluée? Oui, c'est possible. Mais c'est toujours de se rappeler qu'est-ce qu'on souhaite à la fin pour l'ensemble de la société. Le parlementarisme puis la politique, c'est un véhicule. C'est pas juste là qu'on change les choses. On change les choses dans l'opinion publique. On change les choses au jour le jour par l'implication. Puis c'est un peu cette dynamique-là à laquelle il faut veiller. Mais en ce moment, quand on regarde l'ensemble des partis, seulement sur l'axe économique, c'est la droite, les centres et les centres droits. C'est là, c'est le centre-droite puis la droite. On n'a pas, quand j'ai dit sur l'axe économique, vraiment, quand on parle des distributions de richesses, quand on parle des luttes aux inégalités, on est les seuls, par exemple, à parler des taxés des milliardaires, juste faire le minimum dans la justice fiscale. Ça demeure Québec solidaire. Mm-hmm. Puis je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, de plus en plus. Vraiment, vraiment. Puis, mais je suis vraiment curieuse. Est-ce que les Anglos de Montréal, parce que dans notre cours de boxe hier, là, il y en avait plein, là, puis on est comme, c'est sûr, ils ont des faces de gens qui voteraient pour QS, mais on a l'impression que ça transparaît pas des fois parce qu'ils sont bloqués par la langue. Tu sais, on dirait qu'on n'en entend jamais vraiment parler. C'est quoi ta stratégie quand tu leur parles? Ou ta stratégie, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te parlent ou qu'est-ce qu'ils recherchent? Je vais plus parler à Verdun. Là, c'est quand même 20% de la population de Verdun qui s'identifie comme anglophone.
quand même soit anglophone historique, parce qu'il y a des populations historiquement écossaises et irlandaises, ou anglophones par des vagues d'immigration anglophone. Alors, travailler avec des populations anglophones, c'est comme mon quotidien. Puis, une des choses sur lesquelles j'aime travailler avec eux, c'est les ponts qu'on doit construire de plus en plus. C'est comme un pont que... c'est pas ça, là de la barrière de la langue. Il y a aussi des questions culturelles, des luttes, de la façon comment au Québec on a amené des luttes qui se passent différemment, mettons, dans le Canada anglais, mais qui se passent comme différemment aussi chez certains anglophones. Puis moi, j'ai visité mes écoles anglophones, j'ai visité tous mes groupes anglophones, puis on a un lien quand même de solidarité. Moi, je pense qu'on est capable de créer cette solidarité-là parce qu'en fin de compte, on se fait tous avoir par la même personne. Hein? Ouais. Puis c'est juste là qu'il faut y aller. En anglais ou en français, on se fait avoir par le même monde. Ouais. Et ça, il y a un auteur de Verdun que j'ai eu la chance de rencontrer qui a fait une œuvre de théâtre là-dessus qui s'appelle Balcon de ville dans les années 70, qui parlait du monde qui passe leur été dans leur balcon. Des anglophones et des francophones qui n'ont pas de cash, que c'était des travailleurs des usines dans le sud-ouest, dans le canal de la Chine, autour de Verdun. Puis il disait, on se fait avoir par le même monde, qu'on parle français, qu'on parle anglais, là. C'est les mêmes responsables. C'est les mêmes responsables de la crise climatique, c'est la même responsable. Puis je pense qu'il faut comme créer ces ponts-là. Mais il ne faut pas ignorer. Puis c'est là aussi que moi, je suis indépendantiste, puis je l'ai toujours eu, cette fibre-là, c'est qu'on doit créer des ponts à l'intérieur de nos mouvements aussi indépendantistes puis culturels, puis l'amener d'une façon le plus inclusive possible. C'est la seule façon. C'est la seule façon, parce que même si on peut être d'accord sur les questions d'injustice, quand on parle de la question nationale, c'est là qu'on doit être à l'écoute puis être ouvert pour parler justement d'un rêve national, mais qui est inclusif, dans lequel les anglophones ont leur place et que toutes les communautés ont leur place. Puis comment on fait? Mettons, on n'a plus le temps, mais là, on peut pas te laisser là-dessus. Là, comme on veut savoir, mettons, tu sais, on en a parlé avec Rouba aussi. Déjà, la souveraineté pour les personnes issues de l'immigration, des fois, c'est un concept, c'est difficile. Là. C'est comme, OK, là, t'es en train de me dire, moi, j'ai prêté à là, je dis ça avec des gros mots. À la reine. Au Canada, machin. Ouais. Puis après ça, les Autochtones, où est-ce qu'ils retrouvent leur place, tu sais, mais moi, je pense, c'est que le rêve national, l'idée pour le Québec d'être un pays, ça ne doit pas être vu comme une création de frontières, mais une opportunité de créer quelque chose. Et c'est quand on le présente comme cette opportunité de bâtir quelque chose qui est plus juste, qui est inclusif, puis dans lequel on reconnaît des droits qui n'ont pas été reconnus auparavant, mais c'est là qu'on connecte. Quand d'autres partis, puis c'est ça qui vient me chercher, vont présenter l'indépendance comme pas seulement un véhicule de l'affirmation nationale, mais qui peut exclure, qui peut justement amener des mécanismes d'exclusion, je ne le sais pas. C'est là qu'on crée justement les « non » ou « non, oh non, c'est pas pour moi ». Mais je pense qu'on a un débat à faire puis un travail à faire là-dessus. Puis voilà, c'est comme ça que je le sens. Mais merci. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Notre fabuleuse invitée Alejandra Zaga Mendez. Fait qu'on peut te suivre sur tes réseaux sociaux, on peut devenir membre de QS ou en tout cas s'intéresser à ça en cette année électorale. Devenir candidat, si vous le voulez. On va être derrière vous, les Farouches, si vous le faites. Puis ouais, si vous voulez vous impliquer, on est là. Oui, puis merci Alejandra. Merci beaucoup d'être venue. On reste un peu avec toi parce qu'on va enregistrer une petite prolongation pour notre Patreon. Pour l'écouter, suffit de devenir membre en s'abonnant au www.patreon.com/farouche. Oui, merci à l'espace de coworking La Halte 24/7 pour le beau studio. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, notre productrice chez Pivot. On vous rappelle que Pivot, c'est un média indépendant qui prend volontiers les dons en argent via leur site Internet. En plus, puisque Pivot est un OBNL maintenant, c'est déductible d'impôts, vos petits dons, la gang. Ben oui, si jamais vous voulez payer moins d'impôts pour pas mettre dans le salaire de Bernard Drinville, c'est le moment. Et on espère vraiment que vous avez aimé ça, nous avoir dans vos oreilles plus souvent qu'avant. On se retrouve
retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'actualité. Merci à toi, Nacho. Merci à toi, Coralie Lapierrière. N'oubliez pas, je vous l'ai dit au début, mais de nous laisser un petit avis sur les plateformes de balado, des étoiles, nous suivre sur les réseaux sociaux, parler de Farouche autour de vous. C'est comme ça qu'on élargit cette belle communauté. Exact. Et pour les abonnés Patreon, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. Et pour les autres, à bientôt les Farouches. Bye bye!